Chapitre 19. Le tour du paradis terrestre. Écoute, Con, tu vas te tuer. Et alors? Tu ne sais pas ce que c'est, la vocation. Balzac travaillait 17 heures par jour. Il en est mort. C'est ça, l'art. Il serra les dents et essaya de recommencer. Au fond, ce n'était même pas l'orgasme qu'il recherchait, mais ce qui venait après. Quelques minutes de vraie paix, d'oubli et d'inaccessibilité. C'étaient les seuls moments où rien ne pouvait l'atteindre et l'indigner. Le grand Maharamou, le plus vieil arbre du monde, recevait au-dessus de leur tête, en cette heure crépusculaire, l'hommage du vent houppé qui se levait à la fin du soleil. Et dans les senteurs du soir se disputaient les fleurs et le sel, l'océan et la roche, cependant que les clameurs du surf s'apaisaient peu à peu et devenaient un murmure pareil à la voix de quelque lointain récitant. Mais Eva haletait d'épuisement, essuyant sa sueur avec les branches bleuâtres des fougères qu'elle tirait vers son cou et ses reins, et qui laissaient sur sa peau une poudre d'émeraude. Et toujours, les cascades dont les voix toutes proches promettaient une fraîcheur pourtant inaccessible dans le chaos des rocs. Il faisait le tour de l'île depuis 2 jours. Il y avait longtemps que Con se promettait d'emmener avec lui Eva pour qu'elle pose dans quelques-uns des plus beaux coins de Tahiti. Tu sais, Con, à la fin, je vais me foutre en rogne. Mets-toi comme ça, tourne-toi par là. J'en ai marre de tes paysages. Tu ne peux pas baiser sans ça? Je peux. Mais lorsqu'il y a un beau paysage autour, c'est meilleur. Le fond compte énormément. Tiens, prends la peinture italienne. Il ne se contentait pas de faire saigner le Christ au premier plan. Il l'entourait toujours d'un paysage admirable. Il ne voulait pas que quelque chose manquât au plaisir de l'œil. Mais Eva le regarda curieusement. Dis, Con, pourquoi que tu parles de Jésus tout le temps? C'est fiou. Con eut peur. Il ne se surveillait pas assez. Je parle de lui, tout le temps? Tout le temps. Et quand tu n'en parles pas, c'est encore pire. Comment? C'est pire. Mais Eva se tut. Elle tira la feuille de fougère vers elle et s'essuya les cuisses et les seins. C'est pire. Tu peux m'expliquer pourquoi? Je ne sais pas à la fin. Emeahama, ça fait honte. Tu veux que je te dise? Si tu continues, je ne pourrai plus avec toi. Tu me coupes le sifflet. Des fois, on dirait que tu es un saint ou quelque chose comme ça. Con avait la chair de poule. Il faisait pourtant 35 degrés à l'ombre. Il ouvrit la bouche pour se défendre, mais préféra s'exprimer autrement. Et au bout de 10 minutes, Eva non seulement avait oublié ses craintes, mais le traita même de cochon. Pouah, pouah. Et Con s'assoupit rassuré dans ses bras, cependant que de vieux orages fatigués venus des Australes traînaient au-dessus d'eux leurs encres violettes. Le soir, ils dormaient par terre dans quelques fourrés de bambous ou de pandanus, tout près du lagon, dont les eaux étaient emportées vers le large par le grand balancement nocturne des marées. Certains y voyaient la main du dieu Fatua, qui cherchait ainsi ses 7 fils tombés du ciel, et soulevait les mers pour les trouver, sans se douter que la volonté de son ennemi farouche, le dieu de la terre, Aero, les avait depuis longtemps transformés en atolls. Le corail dénudé vivait de la vie panique et furtive des crabes crépusculaires, dont les fuites fulgurantes, ou l'immobilité pétrifiée, évoquaient le souvenir des périls sans nom à l'heure de la création. Une terreur qui ne les avait jamais quittés depuis. Dans le ciel, la blancheur de la Voie lactée ressemblait alors, elle aussi, à la pâleur de quelque angoisse première. Il s'enroulait dans une vieille couverture, seul bien que Eva eût emporté avec elle de ses lointaines Tuamotu, et qui s'ornait d'un côté d'une magnifique reproduction d'Aïta Parare de Gauguin, avec le petit singe rouge à ses pieds. Eva tenait beaucoup à cette couverture, qu'un ethnologue allemand lui avait jadis offerte pour la remercier de ses faveurs. Ce Popaa connaissait toutes les légendes du peuple maori et son histoire, depuis la première pirogue, celle qui était descendue jadis du ciel, lancée par 40 pagayeurs, dont chacun était un dieu, mais que la souillure de la terre eut vite transformé en homme. Le Popaa s'appelait Schultz, et Con connaissait en effet son nom, célèbre dans les îles. L'UNESCO l'avait envoyé en Polynésie pour enseigner au peuple maori son passé et l'aider à renouer avec son ethnie originelle. Parfois, avant de s'endormir,
À l'heure où tombaient les ombres propices au retour des vrais noms sur les lèvres des récitants, assis autour du feu, devant les crânes et les ossements des bêtes et des hommes morts d'être nés. Cette heure qui éveillait aussi dans le cœur de Con le besoin de quelque mensonge prodigieux, plus beau et plus fort que tous ceux que l'espèce avait jusqu'à présent inventés dans sa solitude. Mais Eva appuyait son visage contre la terre, dans une attitude soumise, tendue et implorante, qui faisait presque naître de ce geste d'adoration la forme de quelques pieds souverains. « Tu sais ce que je voudrais faire un jour, Con ? Je voudrais que tu m'emmènes en France. Là-bas, on peut apprendre tout sur nos ancêtres et sur notre passé. Le papa allemand m'a dit qu'ils le gardent enfermé dans leur musée et dans leurs livres, et qu'on peut y retrouver tout ce qui a existé. Bien sûr, j'ai quitté l'école des missions à 13 ans, mais je suis certaine que si je restais seulement 1 an en France, j'apprendrais très vite toutes nos vieilles coutumes et tous les vrais noms. » Con saignait. L'indignation, qui était son élément naturel, donnait à la fureur toujours latente de son sang un grondement, où il se plaisait à ne pas reconnaître tout simplement celui de l'océan sur la barre de corail. « Tu devrais m'emmener en France, Con. Ils ont tous nos dieux là-bas. Il paraît qu'ils sont très beaux à voir, entourés de verre et de lumière. Et on vous explique qui ils étaient. » Con demeurait sur le dos, écrasé par le poids de son cœur. Vautré sur les nuages, la lune ressemblait à la Marra, couchée, de Goya. Il alluma son cigare de la nuit, celui qu'il fumait toujours avant de s'endormir, et qui faisait partir en fumée la dernière angoisse du jour. Un insecte, ou un rongeur, dont il ne connaissait pas le nom, se démenait au sommet des cocotiers, dans un crépitement sec suivi d'un long silence, où l'on percevait seulement le murmure du houpé, le vent qui vient de la terre. Lorsqu'il s'endormit, il rêva une fois de plus du Christ. Selon les dires des Noirs de Recife, Jésus avait failli se trahir un jour, au Brésil, parce qu'il avait lapidé une procession dans un village d'une région où l'on crevait de faim et où l'on poussait le cynisme à la profanation jusqu'à porter cette hideuse effigie d'un Christ mouton, soumis et tout doux au milieu d'une indifférence totale au malheur de l'homme. Jésus avait hurlé de rage et d'indignation. Il avait lancé des pierres contre cet emblème de soumission et d'acceptation cloué sur la croix. Il fut arrêté et jeté en prison, et on a pu voir pendant des semaines, derrière les barreaux, le visage de cet énergumène qui vociférait des propos incendiaires, réclamant la transformation de la poubelle de détritus terrestre en un lieu humain. Et puis, un jour, il avait fini par comprendre que le seul Christ mérité par le siècle était celui de l'abstention. Depuis, il se cachait dans le cœur d'un paria à Tahiti, où il ne pouvait venir à l'idée de personne de le chercher. Con se réveilla au milieu de la nuit, après ce rêve messianique, tiré du sommeil par un chant étrange et étranger. Il se frotta les yeux, avec ses cheveux défaits où flottait la lune rousse. Mais Eva dressait sa nudité immobile, face à la blancheur phosphorescente, où se perdaient les limites et les mesures. Son corps de géante révélait dans le ciel des clartés qui devaient se chiffrer par des milliards d'années-lumière. Elle chantait. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt, und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Une histoire des temps très anciens que je ne parviens pas à oublier. Ein, reconnut Con. Voilà tout ce qui restait de la première pirogue et de ceux qui furent les premiers Maoris. À l'aube, ils firent un détour par la vallée pour voir ce que devenait René Le Goff. Bizien lui était venu en aide, mais le Breton ne décolérait pas. Le tourisme avait bâti une vraie case rituelle à son concurrent, à 2 pas de la route, mais lui, Le Goff, on ne le mentionnait même pas sur la liste des points d'intérêt culturel où les autocars s'arrêtaient. Il se tenait dans sa paillote, barbouillé des pieds à la tête de peinture, mais les seuls visiteurs qu'il recevait étaient ceux qu'il parvenait à toucher lui-même par les dépliants ornés de sa photo, que sa vainée elle-même déposait dans les hôtels. Par-dessus le marché, comme les Popas semblaient se désintéresser de lui, les villageois cessaient de lui faire des offrandes et de croire en ses pouvoirs. Il déversa sur la tête de Con un flot de récriminations et de menaces. « Tu peux me dire pourquoi ils encouragent l'autre salopard tandis que moi on me laisse tomber ? Qu'est-ce qu'ils ont contre moi ?
Il y a 1 an, chaque fois qu'un journaliste arrivait, Bizien le faisait venir ici, après avoir payé les gens du village pour qu'ils viennent me toucher et me faire des offrandes, afin de prouver que l'on faisait tout pour préserver et encourager les croyances ancestrales des Maoris. Aujourd'hui, rien. Les villageois me font la gueule. Je ne peux plus rien pour eux. Je n'attire pas les touristes. Je ne leur apporte rien. Qu'est-ce qu'il a, l'autre salopard, que je n'ai pas, moi ? Il n'y avait pourtant qu'à regarder le malheureux Le Goff pour voir ce qui n'allait pas. Malgré son visage et son corps peinturluré, il manquait totalement de mystère. « Tu parles trop », lui expliqua Con. « Si tu fermais un peu ton claque-merde, au lieu de déconner sur l'amour universel, le désarmement, la charité chrétienne et tout ce bazar que tout le monde a entendu 1000 fois, je suis sûr que Bizien pourrait t'utiliser. Mais tu as l'air de croire que les touristes viennent à Tahiti pour écouter des trucs qu'ils entendent déjà chez eux toute la journée. Tu ne fais pas authentique, voilà. Tu ne t'imagines tout de même pas que les Américains sont assez idiots pour croire qu'un tiki maori va leur parler de la fraternité entre les peuples ou du désarmement. Tu fais pas sérieux. » Mais c'était une vraie caboche de breton. Et Con comprit soudain, en voyant ses yeux sincères, indignés, ce visage décharné, ce qui n'allait pas chez ce pauvre bougre, et pourquoi il n'avait aucune chance de réussir. Il ne faisait pas sérieux, parce qu'il était sérieux. Il voulait faire le bien. Ce maladroit se faisait passer pour un escroc, mais c'était un imposteur. Secrètement, il voulait vraiment sauver le monde. Et malgré toutes ces ruses, cela se voyait. On ne pouvait pas cacher un truc comme ça, à moins d'être un génie. Con le lui dit nettement, et une fois pour toutes. Il n'a pas ce qu'il faut. Tu te barbouilles la gueule de peinture pour cacher ça, mais ça se voit. Quoi ? Qu'est-ce qui se voit ? Au fond, t'es un idéaliste. Si tu crois que Bizien ne sait pas ce que tu racontes... Quoi ? Qu'est-ce que je raconte ? Que tu te barbouilles la figure parce que tu as honte d'avoir un visage humain. Et que le jour de l'explosion de la saloperie à hydrogène de Mururoa, tu vas te barbouiller le visage de merde. Pendant un instant, le Goff soutint un combat épique contre lui-même. Mais c'était foutu d'avance. C'était impur. « Je le ferai, je le jure !» hurla-t-il avec une telle force que les poules qui picoraient autour de lui s'enfuirent à toutes jambes. Con cracha. « Bon, mais alors il faut pas te plaindre que les gens te prennent pas au sérieux. Comme Tiki vivant, tu te poses un peu là. Tu ne penses pas que les guides du Club Méditerranée vont amener ici leurs clients pour leur faire écouter les éditoriaux de la presse du cœur idéologique. Les gens ne peuvent pas croire en toi. Si tu penses qu'on peut leur dire « Il y a ici un Français que les Tahitiens ont adopté comme leur Tiki », pour t'entendre faire ensuite un de tes discours émus contre la force de frappe, t'es complètement dingue. Ils lisent ça chez eux, au petit déjeuner. Le Goff le regardait avec des larmes dans les yeux. « Alors qu'est-ce que je vais devenir ?» « Je vais dire un mot à Bizien, j'ai une idée. Il cherche quelqu'un. » Con se sentait sincèrement indigné. Le Goff avait choisi le plus beau coin de l'île pour venir troubler cette perfection avec sa belle âme, son sentiment de culpabilité et ses aspirations bêlantes à la dignité humaine. Un vrai serpent. S'il continuait à rester là, on risquait un tremblement de terre. Le paradis terrestre était capable de n'importe quoi pour se débarrasser de cet emmerdeur. Le flanc de la montagne semblait soulevé par une explosion de couleurs qui jaillissaient comme des fontaines pourpres, jaunes et cuivrées, vers le ciel, autour des fougères géantes, qui paraissaient faire, au-dessus de toutes ces têtes folles, un geste du bras apaisant et protecteur. Plus haut, dans la forêt de flamboyants, les cascades retentissaient d'un chœur de voix rocailleuses. Très loin, en bas, au-delà des collines d'hibiscus, d'orchidées et de goyaviers, au-delà des plages invisibles derrière les cocoteraies, une centaine de pêcheurs minuscules marchaient vers le corail des hauts fonds, poussant devant eux vers la passe leurs filets, où écumaient déjà les milliers de poissons dont on percevait parfois un éclat d'argent, aussitôt disparu dans le vert jaune des eaux basses. Une haute colonne blanche de nuages montait verticalement de l'océan, immobile entre le vent du jour et le Mahomaé du soir. Con cracha. Que venait faire là-dedans ce petit breton, avec son visage de saint, qu'il essayait en vain de dissimuler sous des peintures criardes? Il était trop tard pour le remords et trop tôt pour l'humain.